bien, bonjour à toutes et à tous. L'objectif donc de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous expliquer le TP que vous allez trouver dans votre livre à la page 168 et qui s'intitule donc Étude d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. L'idée, comme vous le voyez sur l'image dans le livre, c'est d'étudier le mouvement ici d'une balle qui va avoir un mouvement parabolique. Pour ça, en fait, on va aller étudier la vidéo qui aura été prise de ce mouvement. Je vous montre très rapidement la vidéo ici que je vais utiliser. C'est pas tout à fait la même que certains d'entre vous ont pu utiliser en TP, mais dans l'idée c'est la même chose. Vous avez simplement la balle du coup qui va parcourir une certaine distance selon un mouvement parabolique à partir d'un point de départ. Et donc l'idée, ça va être de décomposer l'ensemble de cette vidéo en plusieurs images successives, un peu comme une chronophotographie, sauf que là, ça va être un travail vraiment sur cette vidéo, de positionnement de la balle à chaque instant. Pour ça, on va devoir utiliser un logiciel qui s'appelle Avimeka. Alors Avimeka, la version que vous allez pouvoir trouver en téléchargeant sur internet avec le lien que je vais vous mettre dans les commentaires de cette vidéo. La version d'Avimeka que vous allez trouver, c'est la version 3. C'est pas exactement la même que celle qu'on a nous dans les laboratoires. Et donc il y aura de légères différences, vous verrez notamment au niveau de l'étalonnage. Et je trouve même moi que la nouvelle version 3 est moins pratique que celle qu'on a au lycée, qui est moins récente. J'ai une version un peu plus vieille, mais qui finalement est plus pratique d'utilisation. Bon, là, je vais faire avec celle que j'ai trouvée sur Internet, c'est-à-dire la version la plus récente. On arrivera quand même à travailler sans trop de soucis avec. L'idée donc, c'est d'utiliser Avimeka pour étudier notre vidéo. Pour ça, je vais aller simplement ouvrir ici en utilisant le bouton qui est là, ou en faisant fichier ouvrir un clip. Je vais aller chercher mon fichier parabole que j'ai trouvé dans mes différents documents. Voilà. Donc je retrouve cette vidéo avec le bouton lecture ici, je peux la faire lire rapidement pour me rendre compte qu'ici j'ai 8 images dans ma vidéo. Alors forcément, plus on aura d'images, plus le travail sera précis. Ici c'est la seule vidéo que j'avais à disposition, donc je vais travailler avec celle-là. Ça ne m'empêchera pas de travailler dessus. L'image ici qu'on a de la vidéo est assez petite, donc comme d'habitude quand on travaille sur des images, plus l'image est grande, meilleurs sont les résultats après. Plus les résultats sont précis. Donc pour ça, je vais utiliser le bouton ici d'adaptation. Je clique sur adapter et automatiquement, le logiciel va calculer l'image la plus grande possible par rapport à la taille de mon écran. Et donc ici, je vais pouvoir travailler. L'important, vous voyez, c'est d'avoir sur notre vidéo, si jamais vous voulez travailler avec une vidéo que vous tournez vous-même à la maison avec une webcam ou avec votre téléphone, vous pouvez prendre n'importe quel mouvement. L'important, c'est d'avoir des marques facilement repérables sur votre vidéo qui permettent de mesurer les distances réelles. Et vous voyez ici qu'on a des distances horizontales entre ces deux points qui sont ici et une distance verticale entre ces deux points qui sont ici. C'est ce qui va nous permettre de faire l'étalonnage de notre logiciel. Vous allez voir qu'avec cette nouvelle version d'Avimeka, c'est ce qui va me poser un petit peu plus de soucis que dans les versions qu'on a au laboratoire. Si vous faites avec une vidéo que vous tournez à la maison, faites très attention et faites vraiment en sorte que ces marques, vous mettez des règles graduées ou n'importe quoi que vous pouvez utiliser, qui va vous permettre de retrouver très facilement les distances réelles. Là, vous voyez, entre les deux points, on est à 30 cm à chaque fois. Donc c'est même la première chose qu'on va faire, l'étalonnage. Vous voyez ici à droite dans le logiciel, on a un onglet étalonnage avec deux possibilités. D'abord choisir l'origine, et je vais choisir donc un système d'axes qui va horizontalement vers la droite et verticalement vers le haut. C'est le premier d'ailleurs qui est déjà affiché. Vous voyez d'ailleurs que mon curseur va se transformer en système d'axes, quand vous le ferez vous-même à la maison. Ici vous avez le petit canard. Hop. Voilà. Et on va placer en fait notre système d'axe exactement au centre de la balle. Alors vérifiez bien ici en bas qu'on est bien sur l'image numéro 1 et pas en plein milieu de la vidéo. On se met bien sur la première image de la vidéo et on va placer notre système d'axe pile au centre de la balle. Voilà. Donc du coup, vous avez vu, les axes ils vont s'afficher directement en blanc et je vais pouvoir travailler avec ce système d'axe. OX horizontalement vers la droite, on retrouve ici une petite flèche qui montre qu'on est vers la droite. Et puis OY ici, verticalement vers le haut. Ensuite, on doit afficher l'échelle, d'où l'utilité d'avoir ces marques-là, ces repères sur notre vidéo. Et contrairement à la version qu'on a dans les laboratoires, ici pour représenter l'échelle, on va utiliser seulement deux points, un point et un deuxième point, avec donc une distance qu'on doit indiquer en diagonale. Et c'est là que ça va nous poser quelques soucis.
Dans la version plus ancienne du logiciel, on a deux systèmes d'échelle à faire, un qui est horizontal, un qui est vertical, et qui est bien plus adapté à notre vidéo. Donc là, je vais pouvoir le faire quand même, en diagonale, mais cette fois-ci, je vais devoir utiliser en fait les deux points qui se rapprochent le plus possible de l'intersection ici, entre ma verticale par rapport à ce point-là, et mon horizontal par rapport à ce point-là. Je vais devoir venir me placer ici à peu près, d'accord, le plus précisément possible. Alors c'est là qu'on va perdre un petit peu en précision par rapport à l'autre système d'axe et d'étalonnage du logiciel. Vous avez un premier point qui vient de s'afficher, d'accord, en rouge, et ici je vais aller cliquer sur le deuxième point que je vais aller placer donc à peu près dans cette zone-là, hein, à la verticale de ce point qui est ici et à l'horizontale de ce point qui est là. Alors là aussi, hein, du coup, on va faire ça un petit peu à l'arrache. Forcément, on va perdre en précision. Voilà. Donc, j'ai placé en fait mes deux points. Vous avez vu, hein, il a tracé directement un segment de couleur verte que je peux changer si ça m'intéresse au niveau de la couleur. Hein. Vous avez ici la possibilité avec ce bouton de changer la couleur, mais de ce segment, c'est pas grand intérêt ici. L'idée donc maintenant, c'est surtout d'être d'indiquer la longueur de ce segment. Et donc là, on va simplement utiliser rapidement Pythagore. Hein, je vous laisserai réfléchir à ça. C'est pas très très compliqué. Avec les deux distances qui sont là, on est sur l'hypoténuse dans un triangle rectangle. Et en faisant le calcul, moi je trouve 0,42, 42, 64, 0,6, 87 mètres. Ce qui est vraiment avec beaucoup de chiffres significatifs, mais vous voyez qu'après quand on valide, si je reclique ici juste pour valider ma valeur, voilà, il va me garder seulement 3 chiffres significatifs pour mon échelle, mais au moins les garder. Je vérifie au passage que mes points sont toujours bien visibles, ici et là. D'ailleurs au passage, vous voyez tout en haut ici de la vidéo, vous avez deux petits points qui se sont affichés aussi, en rouge et en bleu. La même chose ici à gauche, en rouge et en bleu, pour bien vérifier que notre système d'étalonnage et notre échelle a bien été validé. Faites très attention par contre, quand vous allez fixer votre point numéro 1 et votre point numéro 2, à respecter le sens de vos axes. C'est-à-dire qu'ici, on a choisi un axe horizontal qui est vers la droite et un axe vertical qui est vers le haut. Donc je dois obligatoirement prendre le premier point ici en bas à gauche et le deuxième point en haut à droite, et non pas dans le sens inverse. Sinon, je vais avoir en fait des valeurs qui vont être négatives dans mes pointages. Maintenant que j'ai terminé mon étalonnage, j'ai donné l'origine, j'ai donné l'échelle de ma vidéo par rapport aux distances réelles, je reviens sur l'onglet mesure sur le tableau, et donc on va maintenant pouvoir pointer en fait la position de la balle à chaque image. Pour ça, vous voyez, dès que je reviens sur la vidéo, vous verrez ça quand vous le ferez vous-même, le pointeur se transforme en fait en cible, et donc je vais utiliser cette cible pour aller placer en fait mon curseur au centre de la balle, et donc normalement si je fais bien ça dès la première image, en cliquant directement sur le centre de la balle, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que le logiciel automatiquement va passer à l'image suivante. Vous voyez, on est passé à l'image numéro 2. Mais en plus, mon tableau, il a été rempli avec les coordonnées de ma balle, du centre de la balle. Sur la première image, on est ici à une coordonnée 0 et 0, puisque j'étais au centre du repère pour la première image. Ensuite, deuxième image, on va faire la même chose. Je me mets au centre de la balle, je clique, et on passe automatiquement à l'image numéro 3, et vous voyez que le tableau se remplit avec les coordonnées. Coordonnées horizontales X, en mètres, donc ici on est à 8,9 cm à peu près, par rapport à mon axe des abscisses, et puis on est à peu près 2,9 cm verticalement par rapport à l'axe des ordonnées. On fait la même chose, et progressivement, on va aller comme ça jusqu'à la dernière image. Donc l'avantage ici, c'est que sur cette vidéo, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Et on va avoir 8 points au total, puisqu'on avait 8 images sur notre vidéo. On essaye avec la souris de se placer du mieux possible au centre de la balle, puisque le moindre pixel de décalage va influencer tous nos calculs, tous nos résultats par la suite. Voilà. La dernière image, elle reste fixe, puisque en fait, c'était la dernière. Donc on a bien 8 points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, que l'on retrouve ici dans le tableau. Les 8 points de notre mouvement. Donc si je retourne sur l'image de votre livre, on vient ici tout simplement de faire la première partie du document, c'est-à-dire
en utilisant la fiche méthode que vous allez trouver également dans votre livre. Réalisez la vidéo, elle est proposée. Et puis nous, on a donc pointé les positions successives de la balle. L'objectif, grâce à ça, maintenant, ça va être de tracer en fait différents graphiques. Par exemple, ici, on va tracer l'abscisse et l'ordonnée du centre de la balle en fonction du temps, de façon à déterminer les modèles mathématiques. Donc, pour ça, on va retourner sur Avimeca. D'accord. Et ce tableau, en fait, on va aller récupérer les 3 colonnes, puisque vous avez ici la colonne des temps. D'accord. Et on remarque au passage qu'entre chaque image, on a 50 millisecondes qui sont effectuées. La colonne des abscisses, la colonne des ordonnées. On va récupérer tout ça dans un tableur Excel, ou un autre logiciel que vous voulez utiliser. Alors par contre, soyez vigilants. On va travailler ici avec ce bouton qui permet de récupérer en fait les données du tableau. Voilà. On vérifie qu'on est sur tabulation. On valide. Là, en fait, il a enregistré les données de mon tableau dans la mémoire interne de mon ordinateur. Je vais pouvoir aller sur Excel, voilà, dans un tableur vide, et en collant directement mon tableau, les données apparaissent. Je vais pouvoir me débarrasser tout de suite de la première ligne. Voilà, qui ne m'intéresse pas. Et donc, je vais avoir 3 colonnes. Le temps en secondes, avec donc, vous voyez, à chaque étape, 50 millisecondes supplémentaires. L'abscisse X en mètres, l'ordonnée Y en mètres. Alors, ce qui va être plus facile pour moi pour travailler, notamment après pour l'affichage des graphiques, c'est que je vais mettre ici directement les échelles, les unités, pardon, d'accord, le temps en secondes, la coordonnée X horizontale en mètres et la coordonnée Y verticale en mètres. Et du coup, cette ligne-là, j'en ai plus besoin, je peux m'en débarrasser. Donc, dans le livre, on nous demande, comme on l'a vu tout à l'heure, de tracer un graphique sur lequel on va avoir, sur le même graphique, l'abscisse et l'ordonnée, donc ça veut dire 2 courbes, par rapport au temps. Donc ici, c'est assez facile, finalement, on va sélectionner les 3 colonnes, toujours commencer par la colonne temps à gauche en premier, pour avoir ça en abscisse, et donc je vais avoir sur mes deux courbes en ordonnée ces 2 données-là. Insertion nuage de points non reliés entre eux, puisque l'objectif après, ça va être de faire une régression de ces travaux-là, de ces différents résultats. Voilà, et donc on a les 2 courbes. X en mètres, c'est les points qui sont ici en bleu. Je vais les mettre sur une nouvelle feuille, de façon à bien les voir en grand. Donc ici, vous avez la coordonnée X, c'est-à-dire en fait l'abscisse de la balle en fonction du temps, voilà, toutes les 50 millisecondes, l'abscisse elle augmente progressivement et on remarque que c'est de manière linéaire à peu près. Par contre, la coordonnée Y, c'est cette courbe-là, en mètres, on retrouve ici au niveau de l'échelle. Et puis on remarque que cette coordonnée Y, elle est croissante et elle augmente progressivement. Au début, l'objet monte progressivement, puis ensuite finit par redescendre jusqu'à atteindre un point à peu près dans cette zone-là où on revient à la même altitude que le point de départ qu'on avait fixé dans notre origine, et on va même descendre un petit peu plus bas. Donc ici, ensuite, l'objectif, c'est de retrouver les équations de ces 2 courbes. Pour ça, comme on l'a déjà fait plusieurs fois, on va faire ajouter une courbe de tendance. On va sélectionner ici la fonction linéaire. Par contre, j'oublie pas de préciser, d'afficher l'équation sur le graphique. Je n'ai pas forcément besoin du coefficient de détermination. Par contre, ici, comme on était à l'origine du repère au début, je peux obliger l'interception 0, 0 pour forcer en fait le passage par l'origine de ma droite. Et puis vous avez vu directement, ça s'est affiché. Hop. Voilà, je peux l'enlever. Et voilà l'équation de la droite que je vais éventuellement pouvoir agrandir de façon à ce qu'elle soit plus visible. Si j'y arrive. Voilà. Merci. Voilà. Et donc en fait j'ai une équation de cette droite qui, pour le logiciel, est y égale 1,8106 fois x. Alors nous on va devoir corriger ça, puisqu'en fait on n'est pas sur y et x, on est ici sur cette courbe, sur l'abscisse x de notre balle, l'ordonnée, c'est la coordonnée horizontale, en fonction du temps. Donc ici, fois t. Je vais même laisser un petit espace de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Ça c'est le temps, on n'oublie pas, ici l'abscisse c'est le temps,
en secondes. Et x ici, hein, ça va être donc la coordonnée horizontale de la balle en mètres. Je fais la même chose ici avec la deuxième courbe, sauf que cette fois-ci, on est sur une fonction qui est en fait, on remarque, hein, sous la forme d'une parabole. Donc c'est pas du tout une fonction linéaire qu'on va choisir, c'est une fonction polynomiale de degré 2. J'affiche l'équation, j'oblige le passage par l'origine, et l'équation s'est affichée ici. Pareil, on va l'agrandir un petit peu de façon à ce qu'elle soit bien visible. Parce que je vais en avoir besoin pour la suite de mon travail. Voilà l'équation en fait de la coordonnée y en fonction du temps. Donc y ici je peux le laisser, hein, parce que c'est bien la coordonnée verticale de la balle. Par contre, je corrige, c'est pas x ici, c'est le temps. Et on va avoir en fait ce qu'on appelle des équations horaires ici, hein, puisque elles dépendent du temps. Donc vous avez ici une coordonnée en t carré et une deuxième en t. Ces deux équations. Ensuite, on peut rajouter titre du graphique, titre des axes, sans oublier ici que sur l'axe des abscisses, on est sur le temps en secondes. Alors maintenant qu'on a donc ces deux équations, on va pouvoir continuer en fait à répondre en fait au sujet qui nous a été proposé. Donc ici, hein, on a fait le pointage des positions successives, affiché sur un même graphe l'abscisse et l'ordonnée du centre de la balle en fonction du temps pour déterminer les modèles mathématiques, c'est-à-dire retrouver en fait les équations horaires du mouvement de la balle. Déterminer ensuite graphiquement la valeur de la flèche de ce tir. Alors de quoi s'agit-il quand on parle de la flèche? La flèche, en fait, si je reprends le mouvement sur Avimeka par exemple, la flèche, par rapport à l'horizontale qui est ici sur mon axe des abscisses, ça va être tout simplement en fait la coordonnée du maximum d'ordonnées ici à la verticale. On va aller chercher en fait le point le plus haut atteint par la balle. Et donc en fait on a deux possibilités pour faire ça. Soit on le retrouve de manière graphique, soit on le retrouve de manière numérique. Alors de manière graphique, ça se passe sur Excel, sur le graphique qui était ici. On va aller chercher tout simplement sur notre graphique, en zoomant un petit peu si on en a besoin. Il faut qu'on aille chercher sur cette coordonnée ici, sur cette courbe-là, parce qu'on est sur la coordonnée verticale hein, de la balle, on va aller chercher le point le plus haut. Et ensuite, on reporte sur l'axe des ordonnées pour retrouver la valeur. Bon, là, on se rend compte que ce n'est pas forcément très pratique, très facile à utiliser. L'autre méthode, c'est d'utiliser l'équation. En utilisant l'équation, en fait, ici, on est capable de retrouver le maximum atteint par la balle au niveau de son ordonnée, puisqu'on va aller chercher tout simplement la dérivée de cette fonction par rapport au temps, et on ira chercher la valeur de t quand, justement, cette dérivée vaut 0. C'est une notion que vous avez vue en mathématiques, hein. Quand on est sur une fonction comme ça, quand on veut trouver un de ses extrémums, est-ce qu'on est à un maximum ou un minimum, on va aller chercher le moment où la dérivée de cette courbe est égale à 0. Si je reprends ici sur Avimeka, eh bien, en fait, on va avoir la balle qui va atteindre l'altitude maximale à une durée d'à peu près 85 millisecondes. Donc moi, je cherche la valeur de cette altitude en mètres. Pour ça, je reprends l'équation de la courbe y en fonction du temps, cette équation qui est ici, et en fait, je vais remplacer t par la valeur que je viens de calculer, c'est-à-dire les 0,084-89 secondes. On fait ce calcul, et donc on trouve un y max, hein, puisqu'on est sur l'altitude maximale atteinte par la balle, d'environ 3,588, si on garde les 4 chiffres significatifs, hein, 3,588, 10 puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire un peu plus de 3 cm et demi d'altitude maximale atteinte par cette balle. Voilà comment on peut déterminer en fait ce qu'on appelle la flèche. Donc je rappelle, hein, la flèche, c'est donc l'altitude maximale atteinte par la balle
avant de redescendre. Ensuite, dans notre document, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Ça c'est fait, on passe à la suite. Mesurer également la date T, qui sera notée TP ici, de retour de la balle à l'altitude de lancer, pour ensuite déterminer ce qu'on appelle la portée du tir. Alors, c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs la notation TP, hein, P pour portée. L'idée, c'est en fait d'aller chercher par rapport à l'origine du repère et de cet axe des abscisses, qui est la coordonnée y égale 0, en fait, hein, au niveau de l'altitude, on est à l'altitude y égale 0, et bien on va aller chercher le point auquel la balle retombe à la même altitude y égale 0, c'est-à-dire on va aller chercher le point qui est à peu près dans cette zone-là. Deux possibilités, toujours pareil, soit je le fais de manière graphique, c'est-à-dire ici, on va aller chercher sur cette courbe Y, l'altitude de la balle en fonction du temps, et bien en fait, le point d'intersection avec l'axe des abscisses, ici. Et c'est à cet endroit-là qu'on aura donc l'instant TP, qui est donc entre 0,15 et 0,20 secondes. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, toujours pareil, c'est la méthode numérique, c'est-à-dire on utilise l'équation de la courbe, et là on va juste aller chercher l'instant TP qui nous donne y égale 0. Donc là aussi, vous êtes capable de faire ça en mathématiques. Hein. On va donc résoudre cette équation polynomiale du second ordre, du deuxième degré. Pour y égale 0, on va donc avoir normalement deux résultats. Le premier résultat, c'est t égale 0, c'est celui-là. Le deuxième résultat, ça sera TP, celui qu'on cherche. Vous allez retrouver en fait un instant TP qui vaut 0,1698 environ, si je garde les 4 chiffres significatifs, en écriture scientifique, 1,698 10 puissance moins 1 seconde. On est sur un instant T en seconde, c'est-à-dire, on le voit bien ici, à peu près à 0,17 secondes. L'objet revient à la position initiale, en tout cas de son altitude de départ, y égale 0. Qu'est-ce qu'on me demande de faire ensuite, maintenant que j'ai déterminé cet instant TP? On me demande de l'utiliser pour trouver en fait la valeur de la portée du tir, c'est-à-dire en fait la coordonnée x. On cherche à connaître la distance parcourue par la balle pour arriver à ce point-là. Donc là aussi, deux méthodes. Soit grâce ici à l'instant TP, je remonte sur la courbe supérieure qui me donne la coordonnée x et je vais chercher en fait son image ici sur l'axe des ordonnées pour avoir du coup la valeur. On voit qu'on est a priori un peu au-dessus des 0,30 mètres, environ 30 cm à peu près parcouru. La méthode la plus précise et la plus rigoureuse pour le retrouver, ça va être d'utiliser l'équation de la droite qui est ici, puisque ça me donne la coordonnée x, l'abscisse parcourue par la balle, en fonction du temps. Et moi, le temps ici, je le connais, c'est l'instant TP que j'ai calculé tout à l'heure. Donc j'ai juste à reprendre cette équation et remplacer petit t par les 1,698 10 puissance moins 1 seconde. Et quand on fait ce calcul, on trouve une coordonnée xp pour la portée qui vaut 0,3074 mètres, c'est-à-dire en gros 0,30 mètres. On est bien à un peu plus de 30 cm, presque 31 cm, et c'est bien ce qu'on avait retrouvé graphiquement ici, en allant reporter sur l'axe des ordonnées. Voilà comment on calcule la portée de ce mouvement de la balle. On retourne sur l'énoncé de notre livre, et qu'est-ce qu'on nous demande de faire ensuite? On nous demande d'afficher la trajectoire et de déterminer son équation cartésienne. L'équation cartésienne, c'est tout simplement en fait l'équation y en fonction de x, c'est-à-dire vraiment l'équation de la trajectoire. L'ordonnée, la position de la balle y en fonction de x, c'est-à-dire en gros, en fait, cette trajectoire-là, on va aller chercher directement l'équation de cette trajectoire. Pour ça, je retourne sur Excel, je reprends le tableau et je vais simplement ici faire un seul graphique, y en fonction de x. Toujours le même principe, on va insérer le nuage de points non reliés entre eux. Et voilà en fait la trajectoire de la balle. Donc en fait c'est tout simplement de la chronophotographie de notre mouvement, comme tout à l'heure sur Avimeca, sauf que là on l'a en fait sur Excel. L'avantage c'est qu'avec Excel on va pouvoir trouver l'équation
de cette courbe. Donc là aussi, on remplace éventuellement au niveau des axes et du titre des graphiques. On va faire une courbe de tendance polynomiale d'ordre 2. J'affiche l'équation puisque j'en ai besoin. L'interception, on est bien à 0, 0 au point de départ. Hein. C'était l'origine de mon repère. Donc je peux cliquer ici sur définir l'interception 0, 0. Et vous avez donc l'équation ici qui s'affiche, que je vais encore une fois agrandir à nouveau, et qu'on va... Alors, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, affiche-moi comme ça. Voilà, merci. Voilà, en grand, l'équation de la trajectoire, c'est ce qu'on appelle l'équation cartésienne. Et là, j'ai pas besoin de changer en fait y et x, puisque c'est exactement ce que j'ai besoin. Y, c'est bien la coordonnée verticale de la balle. En fonction de x, sa coordonnée horizontale. Je vais juste rajouter un petit espace à chaque fois, de façon à ce que ce soit un peu plus lisible. Donc en fait, en connaissant la coordonnée x, on peut retrouver la coordonnée y, voire inversement. Donc là, en fait, j'ai bien répondu à la question qui était demandée. Afficher la trajectoire et déterminer son équation cartésienne. Étape suivante. On me demande dans le livre, question A, d'écrire les équations horaires du mouvement, ainsi déterminées, et qualifier les mouvements horizontaux et verticaux de la balle. Alors en fait, ici, on va avoir pour les équations horaires du mouvement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les équations horaires du mouvement, c'est tout simplement y en fonction de t et x en fonction de t. Donc ça va être les deux équations qui sont ici. Voilà l'équation horaire pour la coordonnée x et l'équation horaire pour la coordonnée y. Et on me demande aussi de trouver donc l'équation cartésienne, je vous l'ai montré tout à l'heure, elle est là, y en fonction de x. Il y a d'ailleurs une méthode que l'on verra dans le cours qui permet de passer de l'un à l'autre hein, en fonction des équations horaires, retrouver cette équation-là. C'est justement ce qu'on vous demande de faire pour retrouver en fait l'équation ici qui vous est donnée dans le livre. Cette équation, on est capable de la redémontrer, d'accord, dans le cours. Et pour ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui aura été faite justement sur le cours concernant les projectiles jetés dans des champs uniformes. Là, ici, on est dans le champ de pesanteur. Alors, qualifier les mouvements horizontaux et verticaux, ça, il suffit simplement de regarder les courbes obtenues. On remarque ici que au niveau du mouvement horizontal, c'est la coordonnée x, et on est sur un mouvement linéaire, c'est-à-dire en gros, la fonction est linéaire, donc on est sur un mouvement qui est rectiligne, et uniforme, puisque c'est une fonction linéaire. Donc, mouvement rectiligne et uniforme, horizontalement parlant, la balle parcourt toujours la même distance à des intervalles de temps réguliers. Par contre, au niveau de l'ordonnée y, de l'altitude en gros, hein, si on simplifie, on est plutôt sur un mouvement qui est croissant jusqu'à une certaine altitude qu'on a calculée qui est la flèche, puis ensuite décroissant. Donc avec une fonction qui est plutôt polynomiale, c'est-à-dire en fait avec une courbe ici qui va avoir la forme d'une parabole. Le deuxième graphique nous donne la trajectoire de la balle, y en fonction de x, et on retrouve bien la forme de parabole qu'on attend. Alors, dans le livre, on nous demande ensuite, à la question suivante, de reprendre cette équation, donc je vous ai dit tout à l'heure qu'on est capable de redémontrer, mais ce n'est pas l'objectif ici de ce TP. On va reprendre directement cette équation, et on doit en déduire l'angle de tir alpha, et la vitesse initiale V0, c'est-à-dire en fait, hein, si je reprends ici le livre, l'angle alpha de tir, ça va être l'angle qui est ici. La vitesse V0, c'est la vitesse V0 avec laquelle on a lancé la balle quand elle était au point d'origine O. Pour ça, on va reprendre l'équation déterminée tout à l'heure, ici, l'équation cartésienne, parce que si on regarde attentivement, cette équation, elle est exactement de la même forme que celle du livre, c'est-à-dire vous avez un coefficient fois x carré plus un deuxième coefficient fois x. Et c'est bien ce qu'on retrouve ici dans le livre. Un premier coefficient fois x carré plus un deuxième coefficient fois x. Et ces coefficients permettent donc de retrouver alpha et V0, puisqu'en fait on connaît la valeur de ces coefficients, ils nous ont été donnés par le logiciel ici. Donc on va essayer de résoudre cette équation. Pour ça on va commencer en fait par alpha, qui va être le plus simple à déterminer, l'angle alpha.
si vous regardez attentivement, hein, ici, ce deuxième coefficient, tangente alpha, il intervient seul, il n'y a pas le V0 dedans, contrairement à ici, vous avez V0 et l'angle alpha qui interviennent. Donc ça va être un peu compliqué de calculer les deux en même temps. On va commencer par l'angle alpha ici, c'est assez facile, puisqu'on sait d'après l'équation que tangente alpha est égal à ce coefficient qui est ici, qui vaut 0,4582. Et donc il suffit simplement de résoudre l'équation tangente alpha égale 0,4582, ce qui nous donne un angle alpha en degrés, en faisant un arc tangente, ou tangente moins 1, ça dépend de votre calculatrice. Alpha égale arc tangente de 0,4582, et on trouve 24,62, si je garde toujours mes 4 chiffres significatifs. Et ici, on est en degrés. Donc on sait que l'angle de tir est d'à peu près un peu moins de 25 degrés. C'est l'angle avec lequel la balle a été lancée sur la vidéo. Je vais pouvoir utiliser cet angle maintenant pour déterminer la vitesse V0 de la balle à l'instant t égale 0, c'est-à-dire à l'origine. Pour ça, on va utiliser le deuxième coefficient, celui-ci, puisqu'on sait d'après le livre que c'est égal à l'ensemble de ce coefficient qui est ici, qui fait intervenir d'ailleurs petit g, qui est l'intensité de la pesanteur sur Terre. Vu que l'expérience a été faite sur Terre, on est à 9,81 newtons par kilogramme. Je sais en fait que cette valeur est égale à ici, mais moins 1,4981. Donc du coup, j'ai juste à isoler V0. Pour ça, on va poser tout simplement l'équation. On isole V0 carré, puis ensuite, on détermine la valeur de V0, son expression littérale en fonction de l'angle alpha et de ce coefficient B qui m'a été donné par le logiciel Excel, et en faisant ensuite l'application numérique, et on trouve pour la valeur de V0 1,99, si je garde 3 chiffres significatifs, d'après la valeur de G que j'ai utilisée avec 3 chiffres significatifs, 1,99 mètres par seconde moins 1. Maintenant que l'on a terminé cette première partie de travail sur la position de la balle, et pour déterminer donc l'angle de tir et la vitesse initiale, on va essayer de retrouver en fait ces deux valeurs, angle de tir et vitesse initiale, par une autre méthode. Pour ça, on va revenir en fait avec le logiciel Excel sur le tableur pour déterminer en fait les valeurs du vecteur vitesse à chaque instant, les coordonnées Vx et Vy. Si vous regardez dans le livre au niveau de l'énoncé, on va vous demander en fait de donner les grandeurs Vx et Vy, c'est-à-dire, si on rappelle, les coordonnées horizontales Vx et verticales Vy du vecteur vitesse de la balle à chaque instant. Pour ça, avec le logiciel Excel, on va les travailler sur le tableau. Et on va donc calculer Vx et Vy. Et pour ça, on va utiliser en fait la fonction mathématique qu'on connaît, c'est-à-dire le fait que la vitesse, c'est la dérivée de la position par rapport au temps. Donc ici, je vais avoir des coordonnées Vx et Vy, donc je vais devoir dériver x en fonction du temps et y en fonction du temps. Et pour pouvoir faire ça avec Excel, on va toujours travailler sur 3 points qui se suivent. On va chercher en fait la coordonnée Vx en regardant ce qui s'est passé au point suivant et au point précédent. Donc par exemple ici, je vais rentrer Vx en mètres par seconde. Pour trouver en fait la coordonnée Vx, je ne peux pas le faire sur le premier point puisque je ne connais pas ici la valeur de la vitesse qui précède le point ici 0. Je ne sais pas. Est-ce que la vitesse était vraiment égale à 0 ou était différente? J'en sais rien du tout. Donc je ne peux pas calculer la vitesse en ce point-là. Par contre, je peux calculer la vitesse en ce point ici, puisque je connais les coordonnées du point qui précède et du point qui suit derrière. Pour ça, en fait, on va utiliser tout simplement la formule V égale D sur T. On va aller chercher la distance entre ces deux points-là, divisé par le temps entre ces deux points-là. Donc ici, avec le logiciel, ça revient à faire égal, entre parenthèses, et on va aller chercher la position des cases correspondantes. Donc ici, je vais avoir B4 moins, hop là, B4, je vais y arriver, moins B2.
faut remarquer au passage que sur le logiciel, les cases se mettent en couleur pour pouvoir bien les repérer. Donc ici, hein, j'ai pris cette coordonnée x du point qui suit, moins la coordonnée x du point qui précède, divisé par la même chose au niveau de l'intervalle de temps. Alors ici, l'intervalle de temps, il est de 100 millisecondes, 0,1 seconde. Je pourrais directement mettre divisé par 0,1. Mais bon, comme je vais utiliser les cases, autant aller jusqu'au bout. A4 moins A2. Voilà comment on fait la dérivée en fait d'une position avec le logiciel Excel, hein, en allant chercher tout simplement les coordonnées du point qui suit par rapport aux coordonnées du point qui précède, et donc on utilise finalement V égale distance divisé par le temps. V égale D sur T, ici c'est dx sur dt. On nous donne une valeur. Ensuite, j'ai juste à étirer ma case jusqu'à l'avant-dernier point. Je ne peux pas calculer la vitesse sur le dernier point, puisque pour pouvoir calculer cette vitesse-là, hein, il faudrait que je sache quelles sont les positions et l'instant t pour la case qui suit, pour la ligne qui suit. Je ne la connais pas, puisque la vidéo s'est arrêtée à cet endroit-là. On pourrait regarder, hein, ici, si vous regardez le calcul, hop, si je prolonge, j'obtiens une valeur, mais en fait qui est fausse, parce que si vous regardez bien, il a sélectionné ces deux cases-là qui sont vides. Donc pour lui, c'est valeur égale 0. Sauf qu'en réalité, on ne sait pas si elles sont égales à 0, elles ne sont même pas du tout égales à 0. Donc ce calcul-là, il est faux. Le résultat que j'ai obtenu ici, il est complètement faux, donc on va le supprimer. Et donc on va garder uniquement 6 valeurs de Vx. On ne peut pas avoir le premier et on ne peut pas avoir le dernier. Donc la coordonnée Vx, la coordonnée horizontale du vecteur vitesse à chaque instant. Elle nous est donnée ici. On refait la même chose maintenant, mais pour la coordonnée verticale, Vy. Vy en mètres par seconde. Voilà, si je mets la souris devant, on ne voit rien. Toujours pareil, hein, je ne peux pas faire sur le premier et sur le dernier point, mais par contre, je peux faire pour tous les points intermédiaires. Et cette fois-ci, on fait attention, on va aller chercher la coordonnée y en fonction du temps. Toujours pareil, le point qui suit moins le point qui précède pour faire d de y divisé par dt. Donc ici, égale, au niveau des cases, ça va donner C4 moins C2. Vous voyez avec les couleurs qu'il a bien sélectionné les cases qui m'intéressent, hein, dans la colonne Y. Ici, hein, alors la coordonnée s'appelle Y, mais dans le logiciel, moi je dois indiquer le nom de la case correspondante dans le tableau. Divisé par A4 moins A2. Voilà, et donc il a bien fait D de Y sur dt. On calcule, on prolonge jusqu'à l'avant-dernier point, toujours pareil, hein, on ne peut pas trouver la valeur ici de ce point-là, puisqu'on ne connaît pas le point suivant. Et voilà les coordonnées Vx et Vy du vecteur vitesse, c'est-à-dire la vitesse horizontale et la vitesse verticale de la balle en fonction du temps à chaque instant. On nous demande ensuite dans le livre d'afficher les courbes correspondantes et de les modéliser. Donc les modéliser, c'est toujours pareil, c'est en fait donner l'équation. Pour ça, on va sélectionner d'abord la colonne T, puis ensuite, en appuyant sur le bouton CTRL, je vais aller chercher les deux colonnes qui m'intéressent, sans sélectionner ces deux-là, puisque celle-ci ne m'intéresse plus. Et donc du coup, maintenant, je vais pouvoir insérer mon graphique en nuage de points non reliés. J'ai donc bien deux courbes, et non pas 5. La courbe ici, en bleu, c'est Vx, c'est-à-dire la coordonnée horizontale de la vitesse, et on remarque que c'est à peu près constant. Hop, pareil, je vais le déplacer sur une nouvelle feuille de façon à ce qu'on voit bien. La coordonnée horizontale est quasiment constante, c'est-à-dire que horizontalement parlant, la balle va parcourir toujours la même distance à chaque intervalle de temps. Par contre, la coordonnée Vy, la vitesse verticale, elle est maximale au début, on lui donne une grande vitesse au départ, mais par contre, c'est une vitesse qui va progressivement diminuer jusqu'à atteindre une valeur Vz égale 0, Vy égale 0, qui est à peu près dans cette zone-là. C'est-à-dire quand on va atteindre le maximum d'altitude. C'est le Y max qu'on a calculé tout à l'heure. On peut même retrouver l'instant t à quel moment ça se produit. Et puis ensuite, c'est une vitesse qui va réaugmenter, puisqu'on est sur une valeur qui est négative, mais qui augmente progressivement. C'est normal, hein, la balle elle est en train de tomber, et elle va de plus en plus vite, mais elle va vers le bas.
C'est pour ça que cette vitesse est négative. On est en dessous de l'axe des abscisses. Ici, c'est le temps en secondes. Je vais modéliser ces deux courbes parce que moi, ce qui va m'intéresser, en fait, pour trouver la vitesse initiale V0, ça va être la position ici sur l'axe des ordonnées quand le temps est égal à 0. Quand t égale 0, c'est-à-dire en fait tout simplement l'ordonnée à l'origine de mes courbes. Pour ça, on va modéliser. Ce sont toutes les 2D droites. Donc, fonction linéaire, on affiche l'équation. Par contre, là, vous voyez, j'ai défini l'interception 0, 0. Il ne faut surtout pas le faire. Parce que justement, on ne passe pas du tout par l'origine. Donc, je décoche cette case. Hein, vous voyez sur le graphique, tout de suite, ça change. L'homme à droite, elle est complètement incohérente. Par contre, là, c'est beaucoup plus propre. Et on est bien sur des points qui sont quasiment alignés avec l'équation qui s'affiche. Cette équation, je vais en avoir besoin. Parce que moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, on va l'agrandir un petit peu pour bien la voir apparaître. Et ici, vous avez une ordonnée à l'origine qui est ici. Hein. On est bien sous la forme y égale ax plus b. Alors attention, par contre, on va quand même remplacer. Ici, c'est pas x, ça sera le temps en secondes. Et par contre, ici, c'est pas y, c'est vx, la coordonnée horizontale de la vitesse, du vecteur vitesse en fonction du temps. V0, je vais le trouver grâce, ici, à l'ordonnée à l'origine quand t égale 0, tout simplement. Je vais refaire la même chose pour la deuxième, Vy, courbe de tendance linéaire, afficher l'équation, mais surtout pas définir l'interception 0, 0, parce que vous voyez, sinon ma courbe de tendance passe par l'origine, c'est pas du tout ce que je veux. Moi, je vais afficher uniquement l'équation de la vraie droite. On voit ici que l'ordonnée à l'origine n'est pas du tout égale à 0. Et je vais retrouver cette valeur, ici. On va l'agrandir un petit peu pour bien la voir. 0,8526. Voilà. Donc ça, c'est la coordonnée Vy. On va remplacer toujours pareil. Hein. Ça, c'est Vy en fonction du temps. Voilà. On a donc répondu en fait à l'ensemble du protocole qui était demandé sur le livre, puisqu'on nous demandait ici d'utiliser les fonctionnalités du logiciel pour trouver les valeurs Vx de t et Vy de t, c'est notre tableau. Ensuite, on a affiché les deux courbes correspondantes et on a donné leurs équations. L'idée maintenant, c'est de retrouver les coordonnées de la vitesse initiale V0x et V0y. Le 0 en fait correspond en fait à l'instant t égale 0, c'est-à-dire vitesse initiale, coordonnée x horizontale, coordonnée y verticale. Et donc ici, on les retrouve. V0x, c'est l'ordonnée à l'origine ici. V0y, c'est l'ordonnée à l'origine de cette équation. Question suivante. Dans le livre, on nous demande d'utiliser ces deux valeurs pour calculer la valeur de V0 et ensuite trouver une nouvelle valeur d'angle de tir. Donc en fait, hein, V0, on l'a déjà calculé à la question précédente, l'angle de tir également. L'idée, c'est juste d'avoir une autre méthode et de vérifier si les deux résultats coïncident. On va donc commencer par déterminer la norme du vecteur V0. Pour ça, on va utiliser donc les deux coordonnées V0x et V0y que l'on a déterminées tout à l'heure grâce aux deux équations. Pour trouver V0, en fait, on va tout simplement utiliser un Pythagore dans un triangle rectangle. Et donc V0 sera égal à la racine carrée de V0x au carré plus V0y au carré. On remplace V0x et V0y par les deux valeurs trouvées grâce aux équations et on trouve une valeur V0 de 1,973 mètres par seconde avec les 4 chiffres significatifs et ça tombe à peu près égal à la valeur qu'on avait trouvée à la première méthode qui était de 1,99. Donc on voit que les deux méthodes sont assez cohérentes l'une avec l'autre et que les deux valeurs de V0 coïncident, ce qui est plutôt rassurant. Pour déterminer maintenant la valeur de l'angle alpha, c'est-à-dire de l'angle de tir, eh ben en fait on va faire un petit peu de trigonométrie. On va reprendre ici le vecteur V0 et ses deux coordonnées V0x et V0y et on va aller chercher en fait la valeur de l'angle alpha, sachant que la tangente de l'angle alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent, c'est-à-dire en fait tangente alpha égale V0y divisé par V0x. Donc je peux trouver directement l'angle alpha en faisant arctangente de V0y divisé par V0x. Et quand on fait ce calcul,
on trouve avec 4 chiffres significatifs un angle alpha qui vaut 25,61 degrés, et c'est très proche, à 1 degré près, très proche de la valeur qu'on avait trouvée avec l'autre méthode qui était de 24,62 degrés. Donc on montre là aussi que par ces deux méthodes, on retrouve à peu près la même valeur d'angle, donc les deux méthodes sont valables. Donc dans le livre, à la question suivante, on nous demande de donner les équations des modèles Vx de t et Vy de t et de vérifier leur cohérence par rapport à la question précédente, à la question 1, c'est-à-dire ici de les donner ces équations à l'aide des lois de Newton. Donc ça, la démonstration, on ne la fera pas dans cette vidéo, c'est dans le cours. L'idée, encore une fois, c'est de redémontrer ces deux équations qui sont ici, Vx en fonction du temps, Vy en fonction du temps. Là, on les a retrouvées grâce à Avimeca par un pointage et ensuite avec utilisation du logiciel Excel, mais on est capable aussi de retrouver ces deux équations simplement par l'utilisation des lois de Newton. À l'étape suivante, dans le livre, on nous demande maintenant d'utiliser Vx et Vy pour déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Donc là aussi, on va réutiliser la définition du cours, c'est-à-dire que dans le cours, on a vu l'accélération en fait, d'un point, c'est la dérivée de son vecteur vitesse par rapport au temps. On va refaire en fait dans Excel, dans ce tableur, un dernier calcul qui va être en fait tout simplement un calcul des coordonnées AX et coordonnées AY de l'accélération en fonction du temps. AX, et ici on est en mètres par seconde au carré, AY en mètres par seconde au carré. L'idée, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de faire en fait la dérivée de Vx en fonction du temps pour avoir la coordonnée AX et la dérivée de Vy en fonction du temps pour avoir AY. Comme tout à l'heure, pour calculer les coordonnées de Vx et de Vy, on ne peut pas faire pour les premiers et pour les derniers points, puisqu'en fait, on va toujours travailler avec la même méthode, c'est-à-dire travailler avec le point suivant moins le point précédent. Sauf qu'ici, on a une case vide. Donc, on ne peut pas faire ce premier point ici. On va tout de suite passer au point suivant. Et donc, au final, on n'aura que 4 valeurs d'accélération, mais ça ne devrait pas nous poser trop de soucis par rapport au calcul. Donc ici, je calcule la dérivée de Vx en fonction du temps. Donc, on va aller chercher la case D5 moins D3. Vous remarquez avec les couleurs qu'on est bien dans la colonne qui correspond à la vitesse Vx horizontale. On va chercher le point qui suit moins le point qui précède. Je vais juste mettre des parenthèses, sinon mon calcul sera faux. Divisé par, toujours pareil, le temps. Donc ici, on est à 0,1 seconde, mais je vais continuer d'utiliser les cases de façon à ce que ce soit bien visible. A5 moins A3. On valide. Et voilà en fait la valeur de l'accélération horizontale, c'est-à-dire voilà, horizontalement, la balle quand elle a été lancée, elle accélère de autant de mètres par seconde au carré à chaque instant. Et on remarque en fait que la valeur 0,5, 0,6, là on est même en 10 puissance moins 14. En gros, on est sur une accélération horizontale qui est quasiment nulle. On pourra même considérer qu'elle est nulle et ça peut se redémontrer aussi avec les lois de Newton ici. Comme on est dans le champ de pesanteur et que c'est la seule force qui s'exerce sur la balle, c'est son poids. Du coup, on a donc une accélération horizontale qui est nulle. Et ça se retrouve à peu près ici par ces valeurs. On fait la même chose avec la coordonnée verticale, puisque c'est celle-ci qui va plutôt nous intéresser. Donc on fait la même chose qu'à côté, sauf qu'on va utiliser cette fois-ci la colonne Vy, la vitesse verticale pour déterminer l'accélération verticale. Toujours pareil, le premier et le dernier point, on ne pourra pas les utiliser. Donc ici, ça sera E5 moins E3. J'enlève le curseur de la souris pour bien voir. Divisé par 0,1 et hop, on va diviser directement par 0,1. Hop, on étale sur les 4 cases qui nous intéressent. Je ne peux pas faire l'avant-dernier ici puisque je n'ai pas le point suivant. Et on remarque que l'on est à des valeurs, alors ici on est en puissance de 10, mais si je le mets en nombre classique, moins 9,67, moins 9,78, moins 10 environ, moins 10 environ. Et en fait, si on prend ces 4 valeurs, on remarque qu'elles sont quasiment toutes égales à l'intensité de la pesanteur petit g qui vaut 9,81 mètres
par seconde au carré, avec un signe moins devant, ce qui est logique, puisqu'en fait, on rappelle que cette coordonnée ici AY est donnée par rapport à un système d'axes. Et notre système d'axe vertical, OX et OY. OY verticalement, lui, il est vers le haut, alors que notre objet, il est en train de tomber. Son accélération, en fait, elle est vers le bas, d'où la présence du signe moins. C'est pour montrer qu'en fait, le vecteur accélération est de sens opposé à l'axe OY. La question qui suit et qui termine en fait notre travail, c'est est-ce que c'est cohérent avec la deuxième loi de Newton? Donc là aussi, je vous invite à retourner dans votre cours et aller démontrer le fait que quand un objet tombe dans le champ de pesanteur et qu'il n'est soumis qu'à son propre poids, et bien en fait, on va avoir une accélération qui est nulle horizontalement et égale à l'intensité de la pesanteur petit g avec un signe moins ici, puisqu'en fait l'accélération est vers le bas. Forcément, la valeur ici dépendra de l'endroit où vous êtes. Là, on est sur Terre, donc on est sur une accélération verticale qui est d'à peu près 9,81 mètres par seconde au niveau de sa norme, avec un signe moins puisqu'elle est dirigée vers le bas. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette vidéo. J'espère que vous arriverez à refaire le même travail avec, pourquoi pas, des vidéos que vous aurez vous-même tournées. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ou à aller sur les ENT. À bientôt!